suis éclairagiste, régisseuse générale. Je travaille essentiellement pour des compagnies plutôt de théâtre. Enfin, essentiellement, voilà. J'ai fait l'école du TNS en section régie il y a maintenant une bonne douzaine d'années. Et voilà. Et donc, je suis la collaboratrice de David Séchaud, qui, lui, est metteur en scène, scénographe de formation. Il a fait les Arts Déco de Strasbourg en scénographie. Et il s'est toujours mis en scène lui-même en se présentant voilà, comme scénographe, metteur en scène de ses projets. Et donc, la compagnie Placement Libre en est à son troisième et demi projet. Disons qu'on a un spectacle en salle qui est en cours. Il y a eu en tout premier Monsieur Microcosmos, qui était en fait un projet de sortie des Arts Déco qui a été repris en spectacle, retravaillé pour faire un spectacle complet. Puis ensuite, on a eu Archivolt, qui était aussi un spectacle en salle, où au départ, il devait y avoir que David en scène, et puis finalement, de fil en aiguille, à force de travailler son regard extérieur, François Lanel est arrivé sur le plateau, et moi qui étais en régie, je suis arrivée sur le plateau aussi. On a fait un spectacle tous les trois. Et donc là, on a Mégalumène qui est en fait complètement issu de ce projet Archivolt, qui a interrogé l'architecture. Et en fait, en interrogeant l'architecture, on s'est posé la question du spectacle en salle. Pourquoi ne pas commencer, ne pas parler du bâti théâtre lui-même dans lequel on était. Et donc, David avait très envie à un moment de commencer le spectacle sur la façade même du théâtre, avant que les gens n'entrent même dans le hall d'entrée, et de pouvoir descendre en rappel, de parler de l'architecture sur la façade en étant éclairé par des phares de voiture, etc. Enfin, voilà, et du coup, de là est arrivé, ah, mais ça serait bien de sortir la machinerie de théâtre dans la rue aussi. Et du coup, quels éclairages? Est-ce que les phares de voiture suffiraient? Comment on fait venir des voitures? Et puis, il y a déjà des lampadaires, des feux de signalisation, etc. Et donc, à force de discuter, est arrivée l'idée de faire un genre de son et lumière, mais en utilisant que l'éclairage en place dans les villes. Donc ça, c'est la base du projet Mégalumène. Et bon, bah, une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus qu'à travailler. On avait très envie de ce côté participatif, de pouvoir, à la base, c'était censé vraiment s'inscrire dans un quartier particulier qui, pour le coup, là, en juin, était la Cruteno. Mais l'idée vraiment de ce projet, c'est de pouvoir s'exporter dans d'autres quartiers ou dans d'autres villes et de garder la base du projet et de pouvoir le refaire selon l'endroit et les possibilités de l'endroit à chaque fois. Et donc, il y avait cette idée de rencontrer les habitants et pas forcément qu'un public de théâtre aussi, de pouvoir travailler avec des enfants, enfin travailler, je veux dire, réimaginer tout cet environnement urbain et se rendre compte que tout pouvait être spectacle aussi. Ça, c'est une belle idée que met souvent en avant David, de se dire tout peut devenir un spectacle. Il suffit d'un tout petit truc pour que ça devienne spectacle. Et donc, à chaque fois, le projet, à la base, Mégalumène, il est conçu sur une visite de la ville sans qu'on modifie rien, avec des habitants. Et donc, on se balade en ville et on essaie de repérer les sources de lumière, voilà, d'observer comme si c'était un tableau la ville, quoi. Ça, c'est le premier temps. Et ensuite, on imagine ce qu'on peut faire pour le rendre un peu plus magique, cet éclairage-là. Ça, c'est le deuxième temps. Et donc, quand c'est concret et qu'on peut se retrouver, faire des ateliers ensemble, on construit des choses à greffer sur les lampadaires. Là que le rassemblement a été compliqué, enfin, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc, même si maintenant on peut se retrouver, c'est un peu trop court pour prévoir ça. Du coup, l'idée, c'est que les personnes puissent faire quand même ces visites-là. On leur donne des petits axes de recherche. On essaie de déguiser leur regard à certaines choses qui nous touchent. Il y en a certainement plein d'autres, mais voilà, c'est celles qu'on choisit. Et après, on voit ce qu'on peut faire de tout ce que tout le monde a découvert, voir si on peut en faire une petite histoire ou quelque chose comme ça.
il y a un petit thème qui se dégage là à force de faire nos jeux. C'est l'idée d'être un peu un chasseur-cueilleur de lampadaires. Et voilà, on aime bien cette idée, un peu l'homme de Cro-Magnon qui sort de sa caverne après le confinement et qui va à la chasse, quoi. En fait, l'idée, c'est de faire un jeu par semaine. Donc, un jeu qu'on peut faire en solo, adulte ou entre amis, et un jeu qu'on peut faire en famille, donc qui est plus à destination des enfants, même si des adultes pourraient le faire, parce que c'est quand même très rigolo à faire en général. Donc là, on a fait pour l'instant 2 semaines, donc 4 jeux au final, 2 fois 2 jeux. Les premiers jeux, c'était pour les adultes une chasse aux lampades, donc c'était vraiment sortir de chez soi, regarder les lampadaires qu'il y a autour de nous et essayer d'aller en trouver des différents. De voir, voilà, de se rendre compte qu'en fait, c'est assez compliqué. On voit toujours plein de lampadaires différents quand on est en voiture ou quoi, mais on se rend pas forcément compte qu'à pied, en fait, dans un même quartier, il y a souvent les mêmes lampadaires, sauf peut-être un ou deux de temps en temps. Voilà, c'était pour voir ça. Et on s'est dit que ça serait rigolo de les trier après par catégorie, un peu comme on peut mettre des catégories d'espèces, d'animaux, des grandes familles et tout ça, et de voir si les gens arrivaient à les trier par couleur de lumière, par taille, enfin j'en sais rien, on voulait voir ce qui était inventé là-dedans. Ça c'était le jeu adulte. Le jeu pour les enfants, c'était de jouer depuis sa fenêtre avec un reflet de lumière à envoyer sur les façades d'en face ou ce qu'on voulait, choisir 3 endroits et inventer une histoire de pourquoi le reflet bouge. Quand on est vraiment sur cette histoire, dans le son et lumière, il y a une histoire à raconter. En général, quand on regarde un son et lumière en vidéo, alors souvent ça fait partie d'un fait historique, mais ça peut être une toute autre histoire. Et donc, il y a aussi ce truc de qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, qu'est-ce qu'on crée à partir de ce qu'on découvre, quoi. Et voilà. Et le deuxième volet, donc la deuxième semaine qui est en train de se terminer là, c'était un travail encore sur les lampadaires pour les adultes, mais plus sur les ombres portées des végétaux, comme la nature est en train de bien fleurir là en ce moment. Voilà, d'aller chercher des ombres de plantes, voir ce qui se passait là-dessus. Et pour les enfants, je sèche tout à coup. Ah oui, c'était de jouer dans sa chambre, à regarder, à s'habituer au noir en fait, et à pouvoir peut-être faire l'expérience de voir comment ses yeux s'habituent au noir et redécouvrir quelle matière on voit en premier, ou est-ce que les fentes de lumière, comment elles existent, etc. Et peut-être inventer d'autres formes, faire des dessins de volets avec la plus belle forme de lumière du monde, ou des choses comme ça, voilà. Un peu des travails de gobo qu'on appellerait en théâtre, mais imaginaire. Voilà, là on va proposer pour la 3e semaine des travaux à faire en fenêtre, à exposer à sa fenêtre, lumineux, un peu type vitrail, on va dire. Voilà, après, je vous laisserai découvrir la suite. Et sur les rendus, on a eu quelques participations vraiment très, très intéressantes, quoi, de gens qui racontent des petites histoires, voilà, qui se passent entre un arbre et une fenêtre, une ombre et une fenêtre. Enfin, voilà, c'est hyper riche, c'est plaisant. Et puis, il y a des trouvailles incroyables de familles de lampadaires, des opposés, des machins, enfin... Voilà, donc on essaie en fait, on collecte tout sur une adresse mail et on choisit quelques-unes qu'on remet sur le blog pour que les gens puissent comparer aussi un peu ce qu'ils ont trouvé. Mais voilà, et après on propose un jeu par semaine, mais bien sûr c'est possible de répondre au jeu 3 semaines après si on a envie. Là, jusqu'au 25 juin, on accepte toute proposition. Le 25 juin, sur appel du TJP, donc il y aura une présentation. Alors, je ne connais pas encore, je ne suis pas sûre que ce soit complètement défini les termes de cette réunion, on va dire. Mais a priori, on va inviter, le public sera invité à une visioconférence. Donc, les gens pourront participer. Donc là, on est en train de réfléchir à quelles interactions on pourra faire, dans quelle mesure faire un mégalumen en interaction en étant chacun chez soi. C'est un peu le comble parce qu'on voulait justement faire un son et lumière sans vidéo et puis là on se retrouve à devoir jouer avec
avec la visioconférence qu'on s'est farci pendant 2 mois. Donc, on essaye de trouver une façon un peu ludique de jouer avec ça. Il y a Radio Pratique qui nous pousse bien derrière, qui nous aide bien à chercher de ce côté-là de l'interaction. C'est vraiment sympa la collaboration avec eux. Et voilà, pour l'instant, on attend aussi de voir ce qui se passera, mais il y aura certainement plusieurs temps, des petits temps interactifs et des temps plus de présentation de notre collecte. Et puis voilà, faut qu'on réfléchisse encore un peu à tout ça, mais en tout cas, l'idée c'est de garder l'effet convivial qu'on voulait de la fête de quartier. Bon, ben, peut-être que ce sera une fête chacun chez soi, comme en nostalgie de ce temps de confinement. Mais en tout cas, on espère que ça restera convivial et amusant pour tout le monde. Voilà. Je ne sais pas trop si le théâtre va changer. Hein, je ne sais pas si le théâtre peut changer. Je pense qu'il peut émerger des nouvelles formes de ça. Pour nous, le projet Mégalumène ensemble, dans le quartier, dans la rue, pour nous, il existe toujours. On espère pouvoir l'exporter, on espère que ça pourra avoir lieu, etc. Et que là, c'est finalement presque un travail préparatoire à ça qui est génial parce que du coup, on formalise des choses qu'on n'avait peut-être pas eu le temps de formaliser avant. Voilà, de pouvoir vraiment travailler sur l'approche de la lumière et du regard, etc., qu'on avait moins quand on est dans la construction et la réalisation, parce qu'il faut aussi ce temps-là. Voilà. Et là, il se crée une nouvelle forme, qui est géniale aussi, en fait, que je ne mets pas du tout de côté, qui est pour moi tout aussi intéressante que le théâtre, mais qui n'est pas du théâtre. Hein, je ne pourrais pas appeler ça du théâtre. C'est vraiment... le théâtre, on a besoin de se retrouver ensemble, on a besoin de travailler proche, on a besoin d'avoir des sentiments comme dans la vraie vie, et la vraie vie sans contact, finalement, on ne vit pas trop, quoi, j'ai l'impression. Donc, voilà, c'est autre chose, c'est un peu une mémoire de cette chose-là, et je trouve génial toutes les formes qui arrivent aussi, le temps que ça laisse à avoir une inventivité autre d'autres médias, mais pour moi, le théâtre, il faut toujours qu'il continue à exister, quoi.